Le président de l'Assemblée nationale a animé son dernier meeting à Gagnoa, dans la capitale du Go. Il a appelé les populations à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale. La vice-championne du 200 mètres, l'Ivoirienne Muriel Aoré, a reçu sa seconde médaille. Usain Bolt remporte son 3e titre mondial, le point des mondiaux d'athlétisme de Moscou, dans ce journal. En Égypte, les frères musulmans appellent à de nouvelles manifestations. On dénombre 700 morts depuis le début de la contestation après la destitution du président Mohamed Morsi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et comme tous les samedis, la page culture, notre invitée est Marguerite Aboué, auteure de Aya de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir. Marguerite Aboué, qui vient d'arriver tout juste de France. Voilà, pour être l'invitée de notre plateau. J'aurai le plaisir de la recevoir dans quelques instants. Mais avant, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu hier en audience les ambassadeurs des États-Unis et de l'Inde en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis en fin de mission est venu faire ses adieux à Daniel Kablan-Duncan. La dernière audience a été accordée à une entreprise indienne qui intervient dans le domaine minier, dans le nord du pays. Compte rendu, Herman Yamia. 3 audiences sur l'agenda du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce vendredi 16 août. La première accordée à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Anil Charan. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Just had a meeting with the Prime Minister. Nous avons l'habitude de rencontrer le Premier ministre sur la base de rencontres périodiques. Il y a plusieurs investisseurs privés indiens qui sont très intéressés à venir investir ici en Côte d'Ivoire. Et bientôt, on saura dans quel secteur et quels sont ces investisseurs qui viendront ici en Côte d'Ivoire. En poste à Abidjan depuis 2010, l'ambassadeur des États-Unis quitte la Côte d'Ivoire le 27 août prochain. Philippe Carter III est donc venu faire ses adieux au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. J'étais ici pour transmettre mon appréciation à les efforts du Premier ministre et son gouvernement pour avancer la cause de Côte d'Ivoire, mais aussi dans cette période d'avancer la cause de notre relation bilatérale. Je voudrais dire que maintenant, ensemble, nous avons construit un partenariat fort et qui va avancer d'intérêt mutuel. Les questions de la démocratie, les questions de la tolérance, les questions de sécurité. Nous sommes ensemble. Et aussi, plus important, les questions de la croissance économique pour améliorer la vie quotidienne pour les Américains et aussi les Ivoiriens. La série d'audiences du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris fin avec une délégation de l'entreprise Torian Manganese, une entreprise indienne qui exerce dans le domaine minier. Présente à Odiéné dans le nord du pays, cette entreprise entend contribuer au développement du secteur minier en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, vous le savez, effectue une visite dans le département de Gagnoa dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Soro Kikbafori Guillaume a animé un dernier meeting à Gagnoa dans lequel il a exhorté le peuple bété du Go à accepter la main tendue et à toujours demeurer un peuple hospitalier. Le point avec notre envoyé spécial, Victorine Yaoyoboué. Le conseil des chefs de village du département de Gagnoa a réussi son pari, celui d'inscrire la région du Go dans le processus de réconciliation tant recherché par les Ivoiriens. Le peuple bété de Gagnoa a choisi le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour être le témoin de cet engagement à la paix et à la cohésion sociale. La mobilisation des populations, tant dans le canton Guébié, à Roagayo, à Yibéroua et à Gagnoa ce samedi, a fini par convaincre les plus sceptiques. Nous voulons dire Bobia, c'est-à-dire palabre est finie. Alors si donc palabre est finie, les séquelles doivent être effacées pour que s'estompent à jamais les angoisses et les meurtrissures. En effet, nous sommes convaincus que les problèmes causés par le politique doivent être réglés par des solutions politiques.
Pour Guillaume Soro, la démarche des chefs de village de Gagnoa mérite d'être saluée parce qu'un chef traditionnel n'a pas de parti politique. Selon lui, un chef traditionnel est celui qui mène ses parents sur la voie de la vérité, de la justice et de la paix. C'est pourquoi, au moment où il est question de réconcilier les Ivoiriens, le président de l'Assemblée nationale recommande aux chefs de Gagnoa de pardonner, mais aussi de demander pardon au nom de leurs enfants pour toutes les atrocités commises pendant la crise. Il faut qu'on soit juste. Il faut que Gagnoa accepte la justice. Partout où je suis passé, et Louis Dakouri, André Tablé, j'ai été choqué qu'à Ouagayo, on ait parlé de tout le monde. On n'a même pas parlé de Benoît Dakouri Tablé. Donc, chef Brizier, Benoît n'est pas un fils de Gagnoa. Personne n'a parlé de lui. C'est au nom de ça qu'il faut qu'on aille au pardon. Moi, je demande pardon. Je demande pardon aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, à tout le monde. Au nom de l'Assemblée, à mon nom personnel. Et je suis prêt à pardonner à qui pense, avec humilité, avec sincérité, qu'il doit demander pardon. Je remercie le peuple Yacouba parce qu'ils ont pardonné. Gueye est mort. Aujourd'hui, là, on sait qui a tué Gueye, on l'a arrêté, il est là. Chef, vous avez la responsabilité d'amener les uns et les autres à demander pardon. Après Gagnoa, le président de l'Assemblée nationale compte sillonner toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire pour inviter au pardon et à la fraternité retrouvée pour le bien de notre pays. Après Ouagayo, le président de l'Assemblée nationale était à Guibérois et à Kokrobo, village de Charles Blé Goudé, proche de Laurent Gbagbo. Le président Guillaume Soro a rassuré les populations sur le sort de leur fils en prison. Victorine Yaoyoboué. Guibérois refuse de rester en marge de l'élan de réconciliation qui s'ouvre sur la région du Go. C'est en ces termes que les populations ont accueilli la visite du président de l'Assemblée nationale dans leur localité. Les différents porte-paroles l'ont affirmé à Guibérois-Ville. Cette conviction a été confirmée à Kokrobo, village de Blé Goudé, que Guillaume Soro lui-même appelle son compagnon de lutte. Le frère aîné de Blé Goudé a tenu à faire une mise au point pour dire que la visite de Guillaume Soro à Kokrobo n'a jamais été négociée. Léopold Zadi a plutôt saisi cette occasion pour solliciter le soutien du président de l'Assemblée nationale pour la libération de son frère cadet et des autres frères encore emprisonnés. Aujourd'hui, il y a eu un problème. Blé Goudé a été arrêté. Donc, c'est vous qui devez savoir comment prendre les choses. Mais vous dites, bon, on va faire bras de fer. Avec qui? Vous avez cité des noms de certains de vos enfants. Aujourd'hui même, un autre a été libéré. Je suis venu m'adresser aux parents de notre ami pour leur dire que nous parlerons dans la case et je me chargerai de transmettre au président de la République ce que j'ai vu dans le village, ce que j'ai entendu dans le village. Et je peux dire à Léopold de garder la sérénité. Guillaume Soro s'est ensuite rendu à la nuit tombée à Tchédjélé, village du chef Bizier Lambert, président du conseil des chefs de village du département de Gagnoa. C'est le lieu choisi par le président de l'Assemblée nationale pour renouveler ses remerciements au chef des BT de Gagnoa pour son courage et son sens élevé de l'intérêt national. Car ne l'oublions pas, cette tournée de réconciliation dans la région du Go est du seul fait des chefs du département de Gagnoa.
Après Tchédjélé, Guillaume Soro a marqué une escale à Takwa, village natal de l'artiste-chanteur Noël Dououré, pour l'inauguration du château d'eau de ce village. Voilà, la réconciliation est donc en marche dans notre pays et à la suite des traditionnelles décorations de la fête de l'indépendance célébrée le 7 août dernier, la grande chancelière de l'Ordre national Henriette Dagri-Diabaté a procédé hier vendredi à la décoration d'hommes et de femmes de tous les secteurs d'activité en raison de leur mérite. Au service de la nation, reportage Gabriel Zani. Une décoration dans l'ordre national est l'aboutissement d'un travail bien fait pour la nation. La cérémonie de décoration tenue ce vendredi s'inscrit dans la suite logique de la cérémonie de distinction entamée le 7 août dernier lors de la célébration de la fête nationale par Alassane Ouattara, le président de la République. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, avant de remettre ses diplômes d'honneur, ses médailles à ces personnes, a dit que recevoir une décoration dans l'ordre national est un grand privilège. Il ne s'agit pas ici d'un parti politique qui récompense des militants ou des sympathisants. C'est la nation qui salue l'engagement d'acteurs politiques ou de la société civile dans le combat pour la promotion du pluralisme et de l'état de droit. Les distingués du jour, éducateurs et journalistes, ingénieurs et prestataires de services, acteurs politiques et animateurs de la société civile ont exprimé leur satisfaction pour cette reconnaissance. Une fierté, fière d'avoir été honoré par la nation. Et je crois que c'est aussi un encouragement à mieux faire. Cette médaille également, je dédie à mes enfants qui ont beaucoup souffert de mes absences, dû à l'appel du devoir. C'est une récompense des efforts que nous avons accomplis depuis près de 20 ans pour la promotion et l'écriture de nos langues maternelles. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reconnaît à ses habitants, à ses citoyens, la valeur qu'il faut. Et que nous sommes en train de voir que l'émergence de ce pays passe d'abord par le mérite, par l'unité et la réconciliation. Un défi qu'il faut relever. Le travail qui a été fait, peut-être c'est très bien, mais ce n'est pas excellent. Donc dans la quête de l'excellence, nous devons redoubler d'ardeur. Donc je remercie la nation d'avoir reconnu en moi ces qualités-là. C'est le couronnement de ma carrière qui est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire en me faisant chevalier dans l'ordre du mérite national. Et je dis à l'ensemble de la RTI, parce que c'est l'employeur. Au total, 60 personnes, dont 5 élevés au rang de commandeur, dont 5 officiers et 20 chevaliers ont été distingués dans l'ordre national. Dans l'ordre du mérite ivoirien, ils étaient au nombre de 59 personnes, dont 2 commandeurs, 46 officiers et 11 chevaliers. L'équipe nationale des moins de 17 ans, championne d'Afrique, a aussi eu sa part de distinction. On parle encore d'excellence. L'administration du Trésor se porte bien. Des réformes engagées par cette administration générale ont permis à cette structure de remporter 2 trophées à la journée de l'excellence le 6 août dernier. Il s'agit des prix de la meilleure administration numérique et du meilleur agent du ministère de l'Économie et des Finances. Ces distinctions ont été présentées au personnel du Trésor. Jean-Jacques Kwame est là pour les détails. Meilleure administration numérique et meilleur agent du ministère de l'Économie et des Finances au prix d'excellence édition 2013. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor sur la voie de l'excellence, Adama Kone, directeur général de cette administration, n'a pas caché sa joie qu'il est venu partager avec l'ensemble du personnel. Le prix de la meilleure administration numérique a été obtenu grâce au projet JeffNet ou application de gestion des fournisseurs par le net. Une solution web innovante mise en exploitation avec succès à la Trésorerie générale d'Abidjan Nord. Explication de l'originalité du système. Nous travaillons en nous appuyant sur la recherche de la transparence et de l'équité dans la gestion des deniers publics. Et nous avons placé l'éthique au cœur de l'ensemble de ces dispositifs pour mettre l'information en temps réel à la disposition des clients et des partenaires, ce qui nous permet nous-mêmes ainsi qu'aux clients de réaliser des gains. Réaliser des gains, partenaires et clients rencontrés ce vendredi à la direction de la Trésorerie générale d'Abidjan Nord salue la qualité du service. On entend beaucoup de choses lorsqu'on est en dehors,
Et là, moi, je suis arrivé, on va dire en moins de 5 minutes, je suis déjà servi. La rapidité, c'est formidable. Vous ne pouvez pas passer plus de 15 minutes ici. Avant, c'était les lenteurs et tout, mais maintenant, c'est un peu rapide. Donc, le fonctionnement va très vite. Et dès que nous, les fournisseurs, quand nous arrivons, nous sommes reçus, on repart gagnant-gagnant, je veux dire. Ce partenariat gagnant-gagnant, a précisé le directeur général Anama Kone, va se poursuivre. Objectif, permettre à l'État d'honorer ses engagements. Cette distinction nous donc réconforte dans notre travail de tous les jours et nous encourage donc à faire davantage, faire en sorte que les objectifs à nous assignés soient atteints, de sorte que l'État puisse être à l'aise dans son fonctionnement au niveau financier. Au niveau financier, le Trésor doit mobiliser au budget 2013 environ 900 milliards de francs CFA et à 4 mois de la fin de l'année, les perspectives sont bonnes. 60% de ces ressources ont été mobilisées. Lutte contre la pauvreté, 8 ONG et des communautés villageoises de tout le pays bénéficient de dons de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire en vue de financer des projets communautaires. La remise de chèques s'est déroulée au sein de l'ambassade américaine à Cocody. Mamadou Kouassi, reportage. Pour cette année 2013, ce sont 8 projets qui ont été retenus par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire à travers son programme de fonds spécial Self-Help. Ces 8 projets communautaires ont bénéficié d'un financement de 55 000 $ américains, soit environ 27 millions de francs CFA. Ces projets ont été proposés par des coopératives, des ONG et des communautés villageoises. Ils devront permettre l'approvisionnement en eau potable, l'amélioration de la viabilité économique, ainsi que la mise en place de programmes d'alphabétisation et de formation pour adultes et enfants. C'est une sorte de collaboration que chaque communauté va travailler avec leur compte propre, mais avec une assistance de nous. Et nous sommes là pour aider leur programme. Nous sommes là pour aider ces communautés locales. Nous sommes là pour soutenir les efforts d'une communauté humaine. Et ça, c'est le racine de ce sens d'auto-assistance. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, ce soutien va permettre de lutter contre la pauvreté et assurer une prise en charge féminine. Le développement, c'est vraiment la base. Aujourd'hui, le projet que j'ai signé, c'est un projet couture. La couture, c'est quoi? C'est de permettre à la jeunesse déscolarisée, non scolarisée, à avoir un emploi, à apprendre quelque chose, et surtout à la base. Avoir la brailleuse, pour nous, ça va aider nos mamans à commercialiser, avoir assez de moyens. En plus de ce piment sec là, on a voulu même la production du manioc. Donc avec la broyeuse elle-même, étant dans la coopérative, on peut leur faire des prêts pour que vraiment elles soient autonomes. Le programme spécial d'auto-assistance de l'ambassadeur américain existe depuis 1964. Il était déjà mis en œuvre au Togo et dans plusieurs pays africains où il a connu un succès. En Côte d'Ivoire, ce programme est à sa phase expérimentale. Le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire vient de faire la promotion du développement durable dans le secteur de l'éducation. Le SINESI a initié une formation de ses membres à l'éducation au développement durable afin qu'ils transfèrent ces connaissances à leurs élèves. Serge Gongomez, Annie Gabriel. Vulgariser l'éducation au développement durable, c'est la mission que se donne le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, SINESI. Une formation donc de renforcement des capacités de ses membres pour atteindre cet objectif. En tant qu'enseignants, nous avons pour mission essentielle d'éduquer, d'élever le niveau intellectuel, la conscience de la population, comprenez? Et donc, tout ce qui concerne le confort de cette population nous préoccupe. Le développement durable, c'est te nourrir aujourd'hui, ne détruis pas l'environnement, recherche ton profit, mais il faut que ce profit soit reparti, soit bénéfique à tout le monde. Heureux de voir les enseignants engagés à contribuer à la promotion du développement durable dans le milieu scolaire, le ministère de l'Éducation nationale leur accorde son soutien. Qui est dans les classes, c'est vous qui encadrez nos enfants, c'est vous qui leur inculquez la notion d'intégrité morale à l'état embryonnaire. Chers responsables du SINESI, vous avez les encouragements appuyés de Madame le ministre pour cette marque de responsabilité qui place le syndicat au cœur des projets de développement pour le bien-être des populations, notamment la communauté éducative.
Créé en juillet 1970, le syndicat national des enseignants du second degré a contribué à la lutte contre le VIH-Sida dans les écoles de 2002 à 2010. Pour cette formation, le SUNESI bénéficie de l'appui technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de l'appui financier du comité syndical francophone. Le mouvement ivoirien des droits humains était en congrès ce samedi, congrès qui va aboutir à l'élection d'un nouveau président. L'actuel président du MIDH, Traoré Drissa, étant en fin de mandat. Reportage Herman Niamia. Maître Traoré Drissa quitte la tête du mouvement ivoirien des droits humains après 2 mandats. 2 mandats au cours desquels il aura contribué à la défense des droits humains en Côte d'Ivoire. Beaucoup a été fait, la sécurité revient, il y a l'introduction de l'enseignement des droits de l'homme au niveau aussi bien du secondaire que du technique, il y a la mise en place de la réforme de la Commission nationale des droits de l'homme et de la mise en place des bureaux, des textes de loi, des conventions sont ratifiés, le statut de Rome a été ratifié. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans la situation des droits de l'homme. Maître Traoré Drissa ne quitte pas pour autant le monde des droits humains. Il s'engage pour un autre challenge à un échelon international, en plus de ses responsabilités en qualité de vice-président de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Il a été élu en mai 2013 à Istanbul en Turquie comme vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Mais que de chemin parcouru pour le MIDH dans son combat pour le respect des droits humains et l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Des membres fondateurs, dont certains présents à ce congrès, ont connu l'exil et toutes les formes d'humiliation. La nouvelle équipe qui sortira de ce congrès aura la lourde charge de pérenniser les acquis et continuer le combat pour le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Direction la sous-préfecture de Blot-les-Quins, où des enfants nés entre 2002 et 2011 pourront désormais être enregistrés au registre national d'état civil. Le sous-préfet et une organisation non gouvernementale ont initié une opération dite de déclaration de naissance et d'établissement d'extrait d'acte de naissance, opération qui a porté ses fruits. La première phase a eu lieu à Diboké et a permis d'établir des extraits de naissance pour 300 enfants issus de 3 villages. Les précisions de Léon Brou. Diboké, village à 30 km de Blot-les-Quins, érigé en centre d'état civil. C'est pour une journée, le temps pour les populations de ce village et celles de Zilebli et Oulaïta Ibli de déclarer leurs enfants nés entre 2002 et 2011 qui n'ont pu l'être, faute des crises successives qui ont paralysé l'administration dans la région de l'Ouest. Diboké est une zone de retour de réfugiés. Et depuis la crise post-électorale, beaucoup d'enfants n'ont pas été déclarés à l'état civil. Donc cette opération est une opération délocalisée qui vise à recenser le plus grand nombre d'enfants non déclarés. Cette opération délocalisée de déclaration de naissance et d'établissement d'extrait est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire appuyée par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Cette ONG a offert pour la première journée 300 timbres permettant ainsi à 300 enfants d'obtenir gratuitement leur acte de naissance. Pour nous qui avons vécu des moments difficiles, si les enfants peuvent avoir les virements, ils sont déjà, je vois les premiers qui sont arrivés, je vous remercie, que ça se passe dans tous les villages du Katombo, sinon dans toute la région de Blot-les-Quins pour que les enfants aient les jugements, pour qu'ils puissent aller à l'école. Message bien perçu, le sous-préfet de Blot-les-Quins va visiter une fois par mois chaque village-centre. Objectif, permettre à environ 2000 enfants de Blot-les-Quins menacés d'apatridie d'être déclarés à l'état civil. Nous vous invitons maintenant à découvrir le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Une belle œuvre architecturale avec ses salles de conférence qui ne laissent personne indifférent. Et à l'intérieur du siège de l'Union africaine, il y a les portraits de tous les pères fondateurs de l'organisation, hormis celui du président Félix Houphouët-Boigny. Alvor Assa a voulu comprendre. Il était en Éthiopie pour le 12e forum de l'AGOA. Voici ce qu'il a découvert. Véritable joyau architectural, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie retient l'attention de tous les visiteurs, à l'extérieur comme à l'intérieur, si bien que de passage, chacun a envie de garder un souvenir de cette merveille, aujourd'hui digne du continent africain.
Une fois à l'intérieur, outre les salles de conférence et autres bureaux de luxe qui font plaisir à découvrir, il y a le hall qui vous accueille avec les posters des présidents, premiers ministres, pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, aujourd'hui Union africaine, UA, qui sont visibles. Et cela vous rappelle l'histoire de tout un continent, le continent africain. Vous avez par exemple les posters du roi Idrissa Ier de la Libye, Ngarta Tombalbaye du Tchad, de l'empereur Haïlé Sélassié de l'Éthiopie, de l'ancien premier ministre nigérian Aboubakar Tafawa Balewa, de Patrice Lumumba de la République démocratique du Congo, d'Ahmed Ben Bella de l'Algérie, de Nzé Jomo Kenyatta du Kenya, de Maurice Yamogo du Burkina Faso, de Milton Apollo Obete de l'Ouganda, d'Habib Bourguiba de la Tunisie. Bref, tous sont représentés sauf le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, qui est aussi père fondateur de l'Union africaine. La place réservée à la Côte d'Ivoire est vide. Après information, au lieu et place d'un poster respectant les dimensions prévues comme les autres, c'est une fresque qui est proposée, où il est même difficile de reconnaître l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Conclusion, elle est déposée, je dirais abandonnée, dans l'un des couloirs de l'immense siège de l'Union africaine. Pour avoir une image de l'ancien président, il vous faut une caméra ou une jumelle pour l'apercevoir, comme sur ce portrait d'image d'ensemble des pères fondateurs de l'Union africaine. Et pourtant, toujours selon nos informations, des instructions ont été données par le président de la République Alassane Ouattara pour... Bon, merci Alvorassa. En Égypte, le décompte macabre se poursuit. On parle de 700 morts. Il y a eu encore des affrontements hier vendredi entre pro-Morsi et anti-Morsi, entre pro-Morsi et la police. C'était au cours de manifestations organisées par les frères musulmans. Ces troubles ont débouché sur des affrontements qui ont fait une soixantaine de morts. La mosquée Al-Fatah dans le centre du Caire. Les abords sont sous contrôle de l'armée. Un cordon de sécurité est installé à l'entrée, mais à l'intérieur, des centaines de partisans islamistes sont retranchés. C'est ici que se sont rassemblés depuis la manifestation géante de vendredi les pro-Morsi. À la mi-journée, après avoir négocié la sortie de certains manifestants, en particulier des femmes, la situation semblait légèrement se détendre. Mais beaucoup refusent de sortir de crainte d'être arrêtés, mais aussi par crainte de représailles des anti-Morsi, armés de bâtons et voulant en découdre. Ils ont arrêté quelqu'un à l'intérieur de la mosquée Al-Fatah. La sécurité essaie de le protéger de la foule en colère. Le dialogue a rapidement tourné court. L'assaut est donné à l'intérieur de la mosquée. Des images amateurs montrent des tirs de gaz lacrymogène. La confusion semble totale. Dehors, des échanges de coups de feu en direction du minaret, apparemment utilisé comme poste de tir. Symbole d'un pays déchiré en deux, au moins 173 personnes sont mortes dans toute l'Égypte en une journée. Le Premier ministre, par intérim, a proposé la dissolution des frères musulmans pour trouble à l'ordre public. Mais malgré les interdictions, les partisans de Mohamed Morsi maintiennent leurs appels à manifester pour toute la semaine à venir. L'Égypte connaît depuis ces dernières semaines ses jours les plus sanglants depuis la chute d'Hosni Moubarak il y a 2 ans. Du sport maintenant, les mondiaux d'athlétisme de Moscou, l'Ivoirienne Muriel Aouré a reçu aujourd'hui sa 2e médaille d'argent. Le Jamaïcain Usain Bolt sur le 200 mètres a réussi le doublé. Il avait remporté le 100 mètres il y a 6 jours. Le marathon a été remporté par l'Ougandais Kiprotich Stéphane. Voici un aperçu du palmarès de l'avant-dernière journée de ces mondiaux d'athlétisme de Russie avec Sébastien Wenyen-Aïwa. Pour la 2e fois, Muriel Aouré s'offre la médaille d'argent. Et pour la 2e fois, elle inscrit le nom de la Côte d'Ivoire au nombre des médailles de ces mondiaux d'athlétisme. Mission accomplie pour l'Ivoirienne. La Nigériane Blessing Okabaré obtient la médaille de bronze. Enfin, la médaille d'or à la Jamaïcaine Fraser Price. Qui peut battre Usain Bolt au sprint? Pour le moment, personne. Usain Bolt est un phénomène. Il affectionne les duels. Cette finale du 200 mètres en est un exemple. En patron, il se fait respecter largement. 19 secondes 66 centièmes. La foudre Bolt frappe fort.
Le marathon masculin fait partie des courses beaucoup appréciées dans les mondiaux d'athlétisme. 42 km, il faut être physiquement au point, avoir des jambes prêtes à tout supporter. Éthiopiens, Kenyans, Ougandais sont les favoris de ces courses de fond. Courses assez techniques et tactiques. Tout s'est joué dans le dernier kilomètre entre Tola, Desiza et Kiprotich, l'Ougandais. Kiprotich a imposé un rythme insupportable aux Éthiopiens. Il est malin et plus fort. Stephen Kiprotich termine librement la course. Le champion olympique devient champion du monde. Son temps, 2 heures, 9 minutes, 51 secondes. Voilà, un autre sport, 10 mineurs, et on parle de la 2e Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui a pris fin ce samedi à Cotonou au Bénin. En finale, chez les seniors, la Côte d'Ivoire s'est imposée 3-0 face au Togo et la Côte d'Ivoire est donc sacrée championne. Par contre, chez les vétérans, les Togolais ont battu les Ivoiriens sur le score de 2-1. Je vous l'annonçais en début de journal à l'invité de la page culture. Ce soir est Marguerite Aboué. Elle est l'auteure de Aya de Yopougon. Aya de Yopougon qui est une bande dessinée dont l'héroïne est Aya, une jeune fille moderne qui vit dans le quartier populaire de Yopougon. Et c'est l'ambiance des années 70 qui est relatée dans cette bande dessinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Tout de suite, nous vous proposons de suivre la bande-annonce de ce film. Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans film américain. Hey! Je vous présente Ignace, mon géniteur. Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère. Tu poses trop de questions. Mais je n'ai rien dit encore. Tu es trop curieuse. Les nouvelles vont vite dans ce quartier. Mais faire ça à moi! J'ai 2 meilleurs amis, Adjoa. Je me vois déjà dans mon grand salon de coiffure acheté par mon mari. Fonk la cloche! Et Bintou, la go choc, une grande gazeuse. Bintou, et toi, j'adore cette chanson. Tu es trop forte en solutionnage rapide. Mais ce qui rend Yop City si intéressant, ce sont leurs histoires de cœur qui font vibrer ce quartier. Les filles de Yop City sont belles. Elles vont nous tuer, mon gars. Ma soeur, t'es belle comme un cacao qui sèche au soleil. Tu es enceinte. Tu vas me dire qui est ce voyou, ce vaurien qui t'a fait ça. Je vais le tuer. Les pires trahisons viennent des proches, c'est connu. On part au village, on trouvera bien là-bas quelqu'un qui ressemble à cet enfant. Aya, il faut qu'on parle. Va voir le père de ta grossesse. Tu sais au moins qui c'est, j'espère. C'est lui, regarde. Mon Grégoire là, il ne boit que du champagne et s'habille chez le plus grand couturier de Paris, Tati. Voilà, c'était donc la bande-annonce du film d'animation Aya de Yopougon. Une question, Madame Aboué, est-ce que Aya va évoluer et est-ce que l'auteur que vous êtes va s'intéresser à la Côte d'Ivoire d'après-crise de la Côte d'Ivoire, pendant la crise, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais non, je pense que si j'ai situé cette série à la fin des années 70, c'est pour justement ne pas parler de la crise, ne pas parler de la guerre, ne pas parler du sida, tout ça. Je voulais juste, moi, parler du quotidien des Ivoiriens et donc des Africains. Et je pense que la crise, je ne l'ai pas vécue personnellement, peut-être par procuration, parce que mes parents vivent toujours à Yopougon, et puis j'ai des amis aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et je pense que je ne peux pas me permettre de parler de la crise. Oui, vous préférez adopter un ton plus léger. Plus léger. Voilà. La bande dessinée Aya de Yopougon a été créée en quelle année précisément? Le premier tome est sorti fin 2005. Et ensuite, tout juste après, on a eu le prix du premier album Angoulême. C'est un festival de bande dessinée mondial qui se passe en France, à Angoulême. Et puis ensuite, on a fait une série par an. Et aujourd'hui, il y en a 6. Il y en a 6, oui, justement. Il y a le volume 1 qui a reçu le prix du festival d'Angoulême en 2006. En 2006. En 2006, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, mais la publication Aya de Yopougon semble beaucoup plus connue à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, en fait, au départ, c'était assez bizarre parce que lorsque je dédicaçais avec Clément Breury, le dessinateur d'Aya, à Paris,
tous ceux qui attendaient pour une dédicace, c'était que des Blancs. Voilà. Et à un moment, j'étais un peu frustrée. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir des couples mixtes. Et puis aujourd'hui, des Africains, des Noirs. Et oui, mais et ensuite, après, je suis venue en 2007 dédicacer le premier tome à Abidjan. Oui. Et pareil, tous ceux qui attendaient, ils n'avaient pas le livre. Parce que le livre coûtait cher. En tout cas, la première version vendue en Afrique coûtait cher. Et c'était aussi frustrant. Donc, je suis rentrée à Paris, je suis allée voir mon éditeur et je lui ai dit, je ne peux pas faire une histoire aussi positive sur l'Afrique sans que les Africains ne puissent l'offrir. Donc, Gallimard, c'est ma maison d'édition, a eu cette bonne idée de faire une version souple, donc moins chère, pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je pense qu'on trouve des Aya dans quelques foyers ivoiriens. Et dans toutes les bonnes librairies. Aya de Yopougon a fait récemment la une de la presse française. La raison est que la bande dessinée est adaptée au cinéma, avec un long métrage d'animation qui est sorti d'ailleurs en France le 17 juillet dernier. Expliquez-nous un peu cette belle aventure. Aya, c'est vraiment ça, c'est une belle aventure. Hein. C'est la petite Go de Yop City. Qui a 19 ans. Voilà, qui a 19 ans, qui veut faire ses études et qui est très indépendante, humaine. Et Aya, elle passe ses journées à étudier, contrairement à ses deux meilleures amies, Adjoua. Ses copines, comme on dit à ses copines, Adjoua et Bintou, qui préfèrent aller gazer dans les maquis. Oui. Et puis, un jour, Adjoua tombe enceinte. Mais que faire? Et c'est surtout de qui? Et l'histoire commence comme ça. Et l'histoire commence comme ça. Mais à quand la sortie du film en Côte d'Ivoire? Je crois qu'il y a des mais dates. Oui, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Grâce à des personnes qui connaissaient déjà la bande dessinée. Et je tiens vraiment à remercier Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, qui est vraiment une fan des premiers tomes. Et lorsqu'elle a vu des affiches un peu partout à Paris, elle m'a dit, mais il faut absolument que ça sorte à Abidjan. Et il y a aussi M. Charles Konambani, oui, qui est aussi à l'avant-première à Paris. Et donc, ces personnes ont voulu absolument que l'avant-première, africaine en tout cas, se passe à Abidjan. Et grâce à toutes ces personnes, à la production aussi Onyx, l'avant-première du film sera projetée mardi à l'Hôtel Ivoire. Le 20. Le 20. Et puis ensuite, j'ai des dates. Ensuite, vendredi 23 août au Réservoir à Biétry. Il y aura 2 projections à 14h et à 17h. Le 24 à la Bourse du Travail de Treichville, 10h, 14h, 17h et à Yop City. Voilà. Le dimanche 25, 19h, 21h. Et voilà, Marguerite Aboué qui vient juste d'arriver en Côte d'Ivoire. Et puis, quel regard portez-vous sur les productions ivoiriennes, vous qui êtes considérée comme ivoirienne de la diaspora? Alors, moi, je suis énormément tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça m'inspire énormément, même aussi en Afrique. J'ai beaucoup aimé la série Ma Famille, je pense que c'est une grande référence. C'était bien joué, bien écrit. En matière de bande dessinée? Alors, en matière de bande dessinée, il n'y a pas énormément. Il y a beaucoup de dessinateurs talentueux aussi en Côte d'Ivoire. Oui. Et grâce à Biche, le magazine Biche, oui, ils peuvent montrer leur talent. Et malheureusement, il faudrait qu'ils aient la possibilité de pouvoir faire des bandes dessinées. Mais pour ça, il faut des structures. Voilà, vous avez ouvert la voie. J'espère que les autres vont s'y engouffrer. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu présente pour la page culture de ce samedi. Et puis, bonne chance à Aya de Yopougon version long métrage. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de la page culture. Et je recevais Madame Marguerite Aboué, qui est l'auteure de Aya de Yopougon. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et à demain, 20h.